Salut à tous, c'est Baptiste et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du Podcyclette, le podcast consacré au cyclisme sur route. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de Liège-Bastogne-Liège, le quatrième monument de la saison, le dernier de cette campagne printanière, puisqu'il y aura ensuite le Tour de Lombardie qui se fera en fin de saison, et qui devrait être a priori une belle course puisqu'on annonce des rivaux à Tadej Pogacar en la présence de Paul Sexas bien évidemment et de Remco Evenepoel. On en parlera juste après. Donc pour ça, ce que je vous propose, c'est qu'au programme, on parle rapidement du parcours. C'est le même que toutes les années, donc on va aller assez vite là-dessus. La météo aussi. Ensuite, on regardera rapidement ce qui s'est passé les années précédentes, comment Pogacar et puis Remco Evenepoel ont gagné leurs dernières éditions. Et enfin, on regardera qui sont les favoris pour cette édition de Liège-Bastogne-Liège et on essaiera de regarder quelles sont les stratégies qui seront mises en place par les différentes équipes. Tout d'abord, en termes de parcours, bon, du grand classique, le même que toutes ces dernières années, 260 km quasiment entre Liège et Liège, donc bien entendu, en passant par Bastogne au milieu. La première partie est un peu plus facile, la fin est terrible. Quand on arrive dans l'enchaînement des 100 derniers kilomètres, on a la côte de One qui commence et puis ensuite c'est un enchaînement qui n'en finit plus jusqu'à l'arrivée. Donc côte de One, côte de Stockeux, la haute levée, le col du Rosier. Donc vous savez, c'est ces montées ardennaises qui sont en général assez courts, on va dire entre 1 et 5 kilomètres avec des pourcentages assez forts normalement autour de 7%. Et il y a le passage final qui a été décisif sur toutes les dernières éditions. C'est l'enchaînement Côte de la Redoute, Côte des Forges et Côte de la Roche au Faucon. Donc la Côte de la Redoute, elle se situe, elle, à peu près 40 km, 35-40 km de l'arrivée. C'est la plus dure, très clairement, de ce parcours. Et ensuite, ça s'enchaîne, donc on n'a plus trop de temps de revenir avec des équipiers. Donc c'est souvent là que ça sort. En tout cas, sur ces dernières années, c'est toujours là que les favoris ont mené leurs attaques. Donc la Côte de la Redoute, c'est 1,5 km à 9% de moyenne, ce qui est déjà énorme, mais en plus, le début est plus facile que la fin. Donc, c'est-à-dire que sur le dernier kilomètre, on est à plus de 10% de moyenne et on a des passages qui approchent les 15-16%. Donc, très compliqué. Et puis, au sommet, on descend pas immédiatement. Il n'y a pas trop de descente. C'est ça qui est aussi difficile, c'est que une fois qu'on est arrivé là-haut, on peut pas vraiment récupérer. Notamment, c'était là que Remco Evenepoel avait attaqué lors de ses deux victoires d'ailleurs. En général, c'était dans le haut de la côte de la Redoute. Euh, Pas même dans la pente, juste après, là où tout le monde a très mal aux jambes et a envie de récupérer un petit peu. Donc, je le disais, la côte de la Redoute qui s'enchaîne pardon, ensuite avec la côte des Forges, qui est elle placée à 25 bandes de l'arrivée. 1 km 3 à 7%, 7-8%, c'est pas la plus dure. Et ensuite, on descend pour la côte de la Roche-au-Faucon, qui est la dernière des difficultés répertoriées, même si ça remonte encore un petit peu juste après. La côte de la Roche-au-Faucon, c'est également très dur, c'est 1 km 3 à 10% de moyenne. C'est là qu'en général se font les mouvements décisifs. C'était là, par exemple, que Romain Bardet avait validé sa deuxième place en s'extirpant du groupe de compte dans lequel il était, là en année 2023, si je dis pas de bêtises. Mais donc en gros, concrètement, ensuite, on redescend sur Liège et ça se joue sur du plat pour l'arrivée. Mais le sommet de la dernière côte, donc celle qui est non répertoriée juste après la Roche-au-Faucon, c'est à 10 km de l'arrivée, on a une descente. Et en général, les écarts sont déjà faits, donc il se passe plus grand-chose. En revanche, ça permet quand même à des groupes de se regrouper s'ils sont pas trop loin. Et c'est ce qui s'est passé sur les dernières années. Donc je vous propose qu'on regarde les scénarios des dernières années. On va commencer dans l'ordre chronologique, allez, en commençant par 2020, T1, pardon, parce qu'en 2020, c'était Roglic qui gagnait devant Alaphilippe, on se souvient, édition terrible. En 2021, c'est Pogacar qui gagne au sprint. C'était la première fois qu'il gagnait Liège-Bastogne-Liège devant Alaphilippe, Gaudu, Valverde, Woods. C'est un autre temps, hein. Tous ces coureurs-là sont à la retraite ou presque. Je rigole pour Gaudu et Alaphilippe. C'est un peu méchant pour eux, mais c'est le cas. Il avait gagné au sprint, il n'était pas capable de s'extirper tout seul. En revanche, l'an d'après, Remco Evenepoel lui était sorti tout seul. Donc je le disais, au sommet de cette côte de la Redoute. Il avait fini donc en solitaire avec 48 secondes d'avance sur un groupe de 10 coureurs, 10-12 coureurs. Quinton Hermans et Wout van Aert avaient fait un podium 100% belge. Donc il y avait quand même un Wout van Aert qui était là, un Quinton Hermans. Ça montre que ça peut se regrouper pour des mecs qui sont pas forcément grimpeurs et qui peuvent aller chercher un podium. En 2023, on se souvient, c'était le duel tant annoncé entre Remco et Pogacar. Mais Pogacar s'était pété la main, je sais plus quel os, le carpe, le métacarpe. Il avait dû abandonner, donc finalement Remco était parti seul quasiment. Il y avait Pitcock qui l'avait suivi un temps, mais Pitcock avait vite sauté. Il avait fait deuxième finalement, Tom Pitcock devant Santiago Buitrago et puis Ben Illy. Madouas avait fait cinquième et Guillaume Martin 6. C'était quand même une belle époque pour ces coureurs français qui ont un peu plus de mal maintenant.
Voilà, c'était encore dans la redoute, tout comme en 2024 avec l'attaque décisive de Pogačar, qui avait été suivie un temps par Carapaz, mais qui a fait exploser tout le monde. Qui finit avec 1 minute 39 d'avance sur Romain Bardet, 2 minutes sur un groupe énorme qui a été réglé par Mathieu Van Der Poel. Donc c'était un groupe de 25 coureurs, je crois. Donc ça montre encore une fois qu'on a des très gros groupes qui arrivent à l'arrivée. Par exemple, on avait un Aurélien Paré-Peintre qui avait fait cinquième cette édition-là. Et en 2025, le récital version encore pire. Cette fois-ci, il y avait Remco Evenepoel au départ, mais Pogacar est sorti tranquillement dans la redoute. Personne n'a essayé de le suivre. Evenpool, on a compris qu'il y a un truc qui allait pas, il revenait de blessure, etc. Il a fait un peu son caca nerveux, il voulait pas être filmé, bref. Derrière, on avait un duo de valeureux avec Chicone et Banili qui ont fait 2 et 3. Et sinon, par contre, pour la quatrième place, on avait un groupe de 38 coureurs, si je dis pas de bêtises, qui se sont joués la deuxième place, avec Simone Velasco qui prend la quatrième place devant Thibaugnais. Donc, c'est vraiment ce qu'on a vu sur ces dernières années, un coureur très très fort qui part dans la côte de la Redoute, qui va s'imposer en solitaire. Derrière, un ou deux gars qui sortent, qui sont un peu plus costauds. Et donc là, l'an dernier, Ciccone Illy, à l'époque Romain Bardet, Tom Pidcock, ce genre de gars, qui arrivent à aller accrocher à une place d'honneur, un podium. Et ensuite, un très gros groupe qui se joue en général des places d'honneur au sprint. Et donc, c'est très probable qu'on ait un scénario assez proche cette année, puisque le parcours est le même et que les dynamiques sont aussi assez similaires. J'ai pas parlé de la météo, je m'en excuse, mais il fera beau sur la Belgique, globalement 15 degrés, un temps printanier, peut-être un peu de nuages, mais il devrait pas pleuvoir, donc conditions parfaites pour faire du cyclisme, et donc il n'y aura pas d'excuses pour certains. Voilà. Donc ça, c'était le parcours, on a parlé de la météo. Je vous propose qu'on passe dès maintenant en fait aux favoris de cette édition. Donc vous en avez l'habitude, on regarde les codes sur Winamax et on regarde ensuite quelles sont les stratégies mises en place par les équipes. Le grand favori, bien entendu, favori à sa propre succession, favori pour aller chercher un quatrième Liège-Bastogne-Liège, c'est Pogacar, tout simplement, bien évidemment, coté à 1,35. Donc ce qui montre quand même l'indécence de la facilité avec laquelle il devrait gagner cette course. 1,35, ça veut dire qu'il a presque une chance sur 2 chances sur 3 de gagner cette course, même 3 chances sur 4. C'est complètement fou. Donc Pogacar, on rappelle rapidement son début de saison. Victoire sur l'Estrade Bianche, victoire sur Milan-San Remo, victoire sur le Tour des Flandres. Et deuxième place, quel loser sur Paris-Roubaix. Je rigole bien évidemment. On se souvient de cette course épique à Paris-Roubaix, ce duel perdu face à Wout van Aert, mais on a vu que Pogacar était très 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 fort. Et donc voilà, 4 courses, 4 jours de course, 4 performances monstrueuses. Et là, il enchaîne avec Liège-Bastogne-Liège et ensuite il va aller faire le Tour de Romandie et le Tour de Suisse. Ça fait 2 semaines qu'on ne l'a pas vu, donc Pogacar, il n'est pas allé à l'Amstel, il n'est pas allé à la Flèche. Il est allé faire un peu de stage d'altitude. Il faut dire que je pense qu'il s'était un peu préparé différemment cette année pour performer sur Milan-San Remo et sur Paris-Roubaix. Peut-être un peu plus lourd que d'habitude. Donc là, il a repris un peu de d'altitude déjà pour aller chercher des globules, mais aussi pour s'affûter probablement un petit peu, perdre un petit peu de poids, avoir un corps, pardon, un physique qui est un peu plus adapté à un effort type Liège-Bastogne-Liège. Et donc très clairement, il est très très fort. Euh, il l'a montré sur le Tour des Flandres, où il était vraiment impérial. Sur Milan-San Remo, où malgré sa chute, il était impérial aussi. Et Paris-Roubaix, il était extrêmement fort, tout simplement, alors que c'est un terrain qui lui convenait pas vraiment. Donc tous les voyants sont ouverts pour Pogacar. Et il y a aussi une belle équipe, même si on sait qu'il y a pas mal de coureurs qui sont un peu en délicatesse en ce moment chez UAE. Je pense notamment à Tim Wellens qui est annoncé sur la start list, qui est pas dans la meilleure forme de sa vie, mais ça reste quand même un équipier très très costaud, Tim Wellens. Le lieutenant, cette année de Pogacar, ça devrait être Benoît Cosnefroy. Benoît Cosnefroy qu'on a vu en jambes sur l'Amstel, sur la Flèche Brabançonne, sur même la Flèche Wallonne, hein, qu'il a terminé à la quatrième place. Ça sera le lieutenant de luxe de Pogacar. Et sinon, le reste, ça fera du travail de longue haleine. Vegartek, Lengen, Rune Eregots, Domaine Novak, ça va rouler longtemps avant. Pavel Sivakov et Tim Wellens, ça va durcir un peu. Et puis Benoît Cosnefroy, ça sera probablement le dernier relais avant l'attaque de Pogacar dans la côte de la Redoute. Je pense qu'en termes de stratégie, c'est pareil que tous les ans. Il n'y a pas de raison que ça change. Il pense être le plus fort, je pense qu'il sera le plus fort. C'est l'endroit où on peut faire le plus de différence. Donc je pense que Pogacar attaquera aussi dans la côte de la Redoute, comme d'habitude. Là, il y a un petit suspense autour de Sexas et Evenpool. On se dit que les deux sont à un bon niveau, tous les deux sont dans des bonnes conditions. Peut-être qu'ils pourraient suivre Pogacar dans la côte de la Redoute. Et ensuite, pourquoi pas essayer de le suivre et ratonner un peu et aller jouer un truc au sprint.
Heu, Personne n'imagine que Pogačar se fera déploser, hein, de toute façon. Ou alors, on peut imaginer aussi que Pogačar parte seul devant et qu'ensuite derrière on ait 2 coureurs qui s'allient entre Paul Sexas et puis Remco Evenepoel, ce qui sont quand même 2 formidables rouleurs. Ça pourrait venir sur Pogačar. Après, je pense que le scénario le plus probable, c'est quand même que Pogačar parte seul et qu'il soit jamais revu. Après, s'il finit dans un petit groupe, il bat très clairement Paul Sexas au sprint. Là, il y a vraiment pas de doute. On a vu que Remco avait un peu, progressé sur son sprint récemment, donc là, par contre, il y a peut-être un peu plus match. Je pense quand même que c'est le plus rapide des 3. Donc Pogačar favori pour partir tout seul, ce qui est le scénario le plus probable. Et Pogačar, bah, même s'il est accroché par un de ces gars-là, franchement, je pense qu'au sprint, il croit aussi en ses chances. Donc c'est bien évidemment l'énorme favori. Le scénario dans lequel il pourrait perdre, bah, déjà ça serait, un peu ce qu'on a vu sur Paris-Roubaix. Il a perdu parce qu'il a eu des ennuis mécaniques, parce que sa voiture était mal placée, parce que son équipe a un peu fait n'importe quoi. Ça peut être un des facteurs qui le fait perdre, mais on sait que le facteur aléa est beaucoup moindre sur les Bastogne-Liège par rapport à Paris-Roubaix. Il a failli perdre quand même sur Milan-San Remo. Après Milan-San Remo, c'est une course extrêmement nerveuse. C'est lui qui chute parce que ça roule très vite, parce que ça veut rester positionné. Là, on va pas se mentir quand même, le positionnement avant la côte de la Redoute, c'est toujours un peu la guerre aussi. Ça descend très vite dans la descente d'avant. Faudra faire attention pour Pogacar, mais il est quand même assez adroit sur son vélo, donc moi je pense que tout va bien se passer pour lui et qu'il ira chercher la victoire tout seul. Dernier scénario qui pourrait ne pas lui être favorable, que ça revienne avec Sexas et Evenpool, que ça se regarde et que ça revienne de derrière avec un groupe où il y a des mecs rapides. J'y crois très peu parce que Evenpool, c'est pas le genre de gars à ne pas relier Pogacar. Ça, c'est sûr à 100%. Paul Sexas, on sait pas encore, mais je pense que c'est à peu près le même gabarit, que le même tempérament. Donc bon, très clairement, Pogacar gagnera en partant tout seul, ou alors en réglant au sprint un petit groupe dans lequel il pourrait y avoir potentiellement Evenpool ou Sexas, même si moi j'y crois pas trop. Donc évidemment, il est énorme favori, cote à 1,35. Cote à 4, deuxième favori, Paul Sexas. Et ensuite Remco est cote à 6, ce qui montre que selon les bookmakers, Paul Sexas, ça y est, passe devant Remco Evenepoel dans la hiérarchie. C'est complètement dingue. Bon, on va quand même parler rapidement de la Flèche Wallonne, parce qu'on est obligé de le faire. Euh, Bah, il a couru en patron à la Flèche Wallonne. Très clairement, hein, Paul Sexas. Donc on parlait de son tour du Pays Basque avant. Là, sur la Flèche Wallonne, euh, son équipe était bonne. Ils se sont bien placés. Je crois qu'il y a eu des petits couacs sur la fin où il aurait pu être mieux placé, mais il avait quand même une très très bonne équipe sur cette Flèche Wallonne. Paul Sexas, il a été placé en tête au début du mur de Huy et il a jamais lâché la tête. Il a été meilleur que tout le monde dans cet effort-là, donc rien à dire. Il connaissait pas l'effort, mais ça lui a pas fait trop peur. Il gagne franchement assez facilement. Je crois 3 secondes d'écart, c'est quand même un écart assez important. Surtout qu'ensuite, il faut aller à 8 secondes pour aller chercher Skelmose à la cinquième place. Et ouais, bah, je pense qu'il était très fort, Paul Sexas. Certes, c'était pas une adversité de folie pardon, sur la Flèche Wallonne. Il n'y avait pas du Remco, il n'y avait pas du Pidcock, il n'y avait pas du Pogacar. Il n'y avait pas Isaac Del Toro, pas Jorgensen. Mais malgré tout, bon, c'est une très belle performance qui montre que Paul Sexas est en forme. On aurait pu croire qu'après ses efforts sur le Tour du Pays Basque, euh, il soit plus trop en forme en bout de course, mais non, pas du tout. Hein, je pense que Paul Sexas est très bien programmé pour Liège-Bastogne-Liège. C'était un de ses objectifs depuis le début de l'année. Il va essayer d'aller gagner. Alors reste à savoir de quelle manière. Euh, je pense que sa stratégie doit être plutôt d'être sur l'attente. Très clairement, il faut laisser les clés en main à UAE. Il faut laisser Pogacar attaquer et essayer de le suivre le plus longtemps possible. Je pense pas qu'une anticipation soit possible. Déjà parce qu'on a beaucoup d'équipiers sur cette course avant la côte de la Redoute. Et ensuite, après la Redoute, Pogacar attaque, il n'y a plus personne. Je pense qu'il faut essayer de le suivre et je pense que il faut pas le relayer. Donc déjà, on verra si Paul Sexas arrive à suivre Pogacar dans la Redoute. Je pense que c'est pas très probable. Je dirais 70% de chances qu'il se fasse lâcher, 30% qu'il arrive à l'accrocher dans la Redoute. Et ensuite, il faudrait tenir jusqu'à l'arrivée parce qu'il y a d'autres difficultés qui s'enchaînent. Je pense quand même que Pogacar est un ton au-dessus de Paul Sexas et ouais, je pense qu'il va le lâcher dans la Redoute et peut-être sinon ce sera dans une côte après et même au sprint de toute façon il se fait battre. Mais je pense que Paul Sexas doit tenter crânement sa chance, essayer de suivre Pogacar le plus longtemps possible. Je pense pas qu'il puisse le contrer, hein, très clairement, on n'est pas sur la même planète pour l'instant, donc il faut essayer de l'accrocher au sprint et qu'il se passe un miracle, ou alors il faut espérer un trident avec Remco Evenepoel et ensuite que Remco collabore avec tous et qu'il y a un marquage entre Remco et Pogacar.
Mais si Paul Sexas sort, je suis pas sûr qu'on le laisse sortir pour Pogačar et Evenepoel. Donc c'est un peu une situation inextricable hein, pour Paul Sexas. Je vois pas trop dans quel scénario il pourrait gagner. Il est quasiment obligé de finir seul et franchement, je le vois pas déposer Pogačar. Donc à moins d'un ennui mécanique, je vois pas comment Sexas va gagner. Par contre, si on me demande s'il sera sur le podium, je pense que très clairement le podium, ça sera Evenepoel, Sexas, Pogačar, pas dans cet ordre-là, mais ça sera ces trois-là. Et il n'y a pas trop de discussion. C'est pour ça qu'il est coté à 4, Evenpool à 6, et qu'ensuite on monte à 25 pour ce qui est le Mozo. Donc j'ai confiance en Sexas. Euh, c'est vrai que c'est un monument, c'est très très long. C'est la course la plus longue qu'il fera cette année. Pour l'instant, il allait que à 200 km sur l'Estrade Bianche. Mais on a vu qu'il était très endurant, que ça l'embêtait pas trop. L'an dernier, sur les monuments, sur le Tour de Lombardie, 240 km, il était encore à un niveau en dessous quand même, hein, sur le Tour de Lombardie. Il fait septième, il était fort. Sur les championnats d'Europe, il suit Evenepoel et Pogačar un petit peu. C'était le troisième plus fort sur 202 km, c'était très dur. Là, c'est quand même 4000 mètres de dénivelé positif. Euh, je pense que ça va lui peser dans les pattes, mais il a passé un tel cap cette année, Sexas, que je pense que il tiendra le coup. Et franchement, je peux dire qu'il fera un podium sans trop sourciller. Je pense qu'il ira pas gagner. Après, c'est vrai que je passe mon temps à chaque preview où il y a Paul Sexas à dire que il fera quelque chose de moins bien que ce qu'il fait en réalité. Donc on peut s'attendre à des miracles, pourquoi pas. Mais très clairement, pour moi, ça sera podium. Podium assuré, même presque. Et je le vois plutôt troisième, pour être franc, parce que je pense qu'en termes de pointe de vitesse, il est moins bon que Pogacar et Evenepoel. Et je vois pas trop de scénario dans lequel il serait capable de lâcher un des deux. Je pense qu'Evenepoel sera capable de le tenir quand même. Donc je mets Paul Sexas troisième. Il a une belle équipe quand même, il faut le noter. Autour de lui, il devrait y avoir Paul Lapera, qui marche bien, qui a un peu plus d'expérience. Aurélien Paré-Peintre, qui lui pour le coup est un habitué vraiment de cette course-là. Jordan Labrosse, qui est très fort en ce moment. Sander de Pestel. On n'a pas encore la suite de la start list. Léo Bizio, il a marché très fort sur la flèche. Il marche très bien en ce moment, mais c'est peut-être un peu trop long pour lui, donc on verra comment ça se passe. Mais de toute façon, c'est pas à la Décathlon de faire la course, mais il aura des bons équipiers qui pourront le placer, qui pourront le dépanner si besoin. Donc je me fais pas trop de soucis pour Paul Sexas. Aurélien Paré-Peintre, maintenant c'est déjà sa septième participation. Il a fait cinquième une fois. Ça sera un bon capitaine de route. Et donc, bah, je pense qu'on aura un Forcier sur le podium, ce qui sera vraiment très cool. Ensuite, le troisième favori, donc mon deuxième favori, mais le troisième selon les bookmakers, Remco Evenepoel, côté à 6. Donc, Remco, on connaît pas encore sa composition d'équipe. A priori, il devrait y avoir Yann Tratnik, Daniel Felipe Martinez. C'est des coureurs qui ont déjà brillé sur cette course-là, mais qui sont pas forcément au top en ce moment. Donc, on verra comment ça se passe. Mais pareil, je pense que Evenepoel, il y a pas trop besoin d'équipe. UAE fera le taf. Et Evenepoel est en très bonne forme. On l'a eu sur le Tour des Flandres. Moi, j'ai pas aimé son début de saison, juste avant le round 2. Tour de Catalogne, bon, ok, d'accord, mais Tour UAE, il était mauvais. Tour de Catalogne, il était pas bon non plus. Il m'a rassuré sur le Tour des Flandres, il a fait une belle perf. Et ensuite, sur l'Amstel, bah, il était impérial. Il a suivi l'attaque de Romain Grégoire sans trop de difficulté. Il a pas attaqué. Il s'est juste mis à son rythme. Il a lâché les gars un par un en roulant fort. Et il a géré tranquillement ce qu'est le Moseux au sprint. Il a même pas essayé de le décrocher. Je pense qu'il était plutôt en gestion, donc ça montre quand même qu'il est très fort, Remco. C'est bien évidemment une course qui lui convient parfaitement. On rappelle donc ses résultats, deux fois premier, et puis il y a eu l'an dernier le petit couac, mais il renaît de blessure. On n'est pas à l'abri d'un couac hein, pour Remco Evenepoel, c'est le Remco Show, il peut toujours se passer des trucs, un pétage de plomb. Là, je pense qu'il sera concerné par la course, et il fera deuxième, j'en suis quasiment certain. En termes de stratégie, bah, je pense que il va attendre l'attaque de Pogacar dans la redoute. Sinon, il le fera lui-même. Mais à mon avis, Pogacar le fera, donc ça va s'expliquer à la jambe dans la côte de la redoute. Ensuite, il faudra suivre. Je pense que Remco, s'il suit Pogacar dans la redoute, il aura fait une grande partie du chemin, parce que c'est un peu moins dur, la côte des Forges et puis la côte de la Roche-au-Faucon, même si sur la Roche-au-Faucon, ça sera peut-être un peu compliqué de suivre Pogacar quand même, parce que c'est vraiment très dur. Mais déjà, s'il la suit dans la redoute, ça sera très intéressant pour la suite. Et on verra comment il collabore. Je pense qu'il va collaborer beaucoup avec Pogacar si c'est le cas. Alors qu'en vrai, il devrait pas trop, hein, parce qu'il est quand même un peu moins fort que Pogacar, mais c'est l'ego du champion qui parlera à ce moment-là. Et donc, comment est-ce qu'il peut gagner? Bah, c'est bête à dire, mais soit en déposant Pogacar, mais j'ai du mal à y croire. C'est possible, hein, Remco Evenepoel, c'est quand même un coureur qui, quand il a son prime, est extrêmement fort. Là, j'ai quand même du mal à y croire dans des conditions normales.
Et sinon, après, au sprint, bah franchement, sur l'Amstel, il est extrêmement fort. Bon, je pense que Skelmoseux était vraiment un tour en dessous. J'ai l'impression qu'il a progressé au sprint. Je serais curieux de voir quand même un sprint Remco et Tadej, les deux à leur prime. Ça serait intéressant à voir. Je pense que Tadej va un peu plus vite. Mais là, il a bien progressé Remco, donc franchement, ça pourrait être un scénario assez épique si les deux arrivaient à Liège pour se disputer la victoire. Alors maintenant, il y a peut-être soit le gars qui va l'aider, soit son caillou dans la chaussure. Je sais pas trop pour Paul Sexas, parce que soit Paul Sexas sera plus fort que Remco Evenepoel dans les montées, et dans ce cas-là, ça sera compliqué pour Remco parce qu'il faudra revenir sur Sexas. Mais je pense que c'est possible parce que même si Sexas roule très bien, Remco a quand même des talents de rouleur qui sont plus développés. C'est quand même le meilleur rouleur du monde. Donc je pense qu'il pourra revenir sur Sexas si jamais c'est le cas. Donc même s'il se fait un peu décrocher dans les montées, je pense que Evenpool finira avec Sexas dans le même groupe. Reste à savoir s'ils seront avec Pogacar, si eux les deux s'entendront pour essayer de revenir sur Pogacar, mais je pense que Evenpool fait deuxième très facilement. Enfin, pas très facilement, mais je suis quasiment sûr qu'il le fera. Donc pour moi, le podium, c'est clairement Pogacar, Evenepoel et Sexas, et puis ensuite, il y a le reste du monde. Et je pense même que même si Remco, c'est pas le coureur le plus fiable du monde, là, je pense que sur cette course-ci, il sera au rendez-vous. C'est son gros objectif du printemps. Et ouais, peut-être même qu'il y a plus de chances que Sexas fasse une défaillance que Evenepoel. Voilà. Donc voilà mon podium, et c'est aussi le podium des bookmakers, puisqu'ensuite il faut monter à 25 pour avoir les favoris suivants. Donc 25, Skelmose, 40, Giulio Ciccone. Donc ça, c'est les favoris 4 et 5, hein. 25 et 40. Ça vous montre bien qu'en termes de cote, il n'y a personne derrière les trois plus forts, les trois extraterrestres. On connaît pas encore la start list complète, mais a priori, Skelmose et Ciccone devraient être au départ, et on connaît pas le reste de la Lidl Trek. Franchement, c'est pas très grave parce que UAE fera tout le taf. Donc il n'y a pas trop besoin d'avoir d'autres équipiers à côté. On parle rapidement de Ciccone, parce que moi j'y crois pas du tout. Ciccone, bien évidemment, sur l'Èche-Bastogne-Liège, c'est un parcours qui lui convient à merveille. Moi, j'adore ce coureur. Il fait deuxième l'an dernier, c'était exceptionnel. Franchement, j'ai adoré sa course l'an dernier. Très, très fort. Là, en ce début d'année, waouh, c'est chaud, hein, Ciccone. Sixième de Tirreno Adriatico, on l'a pas vu. Sixième, mais franchement, on l'a pas trop vu. Il avait pas l'air très fort. Il finit derrière Jorgensen, Pellizzari, Tobias Søren Johansen, Primoz Roglic, Isaac Del Toro, bien évidemment. Il m'a pas rassuré. 38e de Milan-San Remo, mais on l'attendait pas trop là, même s'il a fait du bon travail pour Mats Pedersen. Et puis ensuite, le Tour de Catalogne, bah, il était pas bon, tout simplement. Il a pas pu briller, donc un peu décevant, tu le t'y connais. On sait qu'il prépare le Giro aussi. On verra comment ça se passe pour lui, mais un Giulio Ciccone en forme, pour moi, je le mets au-dessus d'un Skelmose sur cette course-là, hein, très clairement. Mais on a très peu de garanties sur la forme de Giulio Ciccone, malheureusement. Donc, ouais, je sais pas trop comment le voir, mais c'est un peu la roulette russe, et je pense que c'est pour ça qu'il est moins bien coté que Skelmose, hein. C'est parce qu'on a vraiment des gros doutes sur son état de forme. Mais je pense qu'en qualité intrinsèque, c'est un coureur qui est capable de mieux briller sur Liège que Skelmose. Pourtant, Skelmose, je le mettrais peut-être plus capable de briller sur la flèche, par exemple, mais là, sur une course si longue, si dure, je pense que Chicone est quand même un ton au-dessus de Skelmose, mais son état de forme est vraiment trop incertain. Skelmose, justement, bah, très fort sur l'Amstel. On disait sur le Tour du Pays Basque qu'il était vraiment pas rassurant. Sur l'Amstel, franchement, il est sorti facile sur l'attaque de Grégoire. Il suit tout le temps Remco. Il a pas essayé d'attaquer, mais bon. Au sprint, on a bien vu que Skelmose était plus entamé que Remco, mais il a quand même fait une très belle course. Cinquième de la flèche, pas terrible. Moi, j'en attendais mieux de lui. Je l'attendais devant des mecs comme Mauro Schmidt et Ben Tullet. Et il était mal placé au pied. Il faut dire quand même Skelmose, mais je pense qu'il était juste pas impérial. Même s'il était mal placé au pied, tu finis pas à 5 secondes derrière Schmidt et Tullet si t'es dans un grand jour. Donc je pense qu'il était pas dans un grand jour. Ses références sur Liège, bah, c'est 9e en 2023, mais ensuite 28e en 2024, 39e en 2025. Bon, là, c'était dans les gros groupes qui se jouaient le podium au sprint. Il faisait pas le sprint, donc voilà. Mais il a jamais été capable de sortir trop seul derrière, donc je sais pas, moi, j'y crois pas trop en Skelmose. Donc côté à 25, je trouve que c'est même un peu gentil de la part des bookmakers. Mais en même temps, le problème, c'est que le reste de la concurrence fait vraiment pas rêver cette année sur Liège. On en parle juste après, donc peut-être que c'est lui le quatrième meilleur finalement. Même s'il y a des coureurs qui ont des qualités intrinsèques meilleures, Ciccone, Pidcock, je pense à eux, ils ont des états de forme plus incertains, et donc c'est ce qui fait qu'ils sont moins bien cotés que Skelmose sur cette course-là. Côté à 50, donc on a Tom Pidcock, dont on n'est même pas certain.
moi, je suis pas sûr qu'il vient sur Liège-Bastogne-Liège, malheureusement. Tom Pidcock, donc, petit résumé, il a abandonné sur le Tour de Catalogne après sa chute. Là, il est sur le Tour des Alpes. Euh, Deuxième de la première étape, il s'est fait battre au sprint par Tommaso Dati. Euh, il gagne la troisième étape en étant au sprint devant Tommaso Dati. Il est largué dans l'étape de montagne. Et je pense que dans l'étape de montagne de vendredi, là je m'enregistre jeudi soir, il sera largué aussi. Et on a vu des coureurs faire des beaux tours des Alpes et ensuite briller sur Liège. C'est quand même une bonne préparation à Liège malgré tout. Là j'ai l'impression que Tom Pidcock il a pas encore retrouvé son niveau, donc je pense que malheureusement il sera pas capable de briller sur ce Liège. Je pense qu'il est tout simplement pas encore au niveau et donc il va s'entraîner pour briller sur d'autres courses plus tard dans l'année, mais là je pense que c'est un peu trop prématuré. Pourtant, Pidcock c'est un coureur exceptionnel sur cette course-là. Deuxième en 2023, dixième en 2024, neuvième en 2025, c'était à chaque fois dans des groupes qui se jouaient le podium ou les accessites au sprint. Et, mais je pense qu'en termes de qualité intrinsèque, il est presque quatrième hein, normalement. Mais là, je crois vraiment pas en sa forme et je serais pas très étonné qu'il soit même pas sur la start list finalement. Donc voilà, c'est pour ça que Pidcock est coté à 50. À noter quand même dans son équipe, a priori, il devrait y avoir Quinton Hermans. Il faut en parler puisqu'il a déjà fait deuxième de Liège en 2022. Bon, deuxième de la Flèche Brabançonne, mais sinon sur l'Amstel et la Flèche Wallonne, il est à la rue, Quinton Hermans, donc j'y crois pas trop. Même dans un groupe où ça se regrouperait, j'y crois pas vraiment, Quinton Hermans. Donc pour la Pinarello Q36.5, il faut vraiment que Pidcock soit à un bon niveau, et je suis pas sûr que ce soit le cas. Donc coté à 50. Ensuite, côté à 75, donc là, ça vous montre vraiment qu'il y a un abysse en termes de niveau. On a beaucoup de coureurs, dont trois coureurs de la Ineos, avec Axel Laurence, Kevin Vauquelin, Oscar Onley. Encore une fois, on ne connaît pas la start list définitive, mais ces trois coureurs-là sont un peu pressentis pour être sur la course, avec peut-être Kwiatkowski qui sera plutôt en, en capitaine de route, même si Kwiatkowski, c'est un coureur qui a déjà fait troisième à deux reprises sur Liège, hein, faut pas oublier. Mais ça sera clairement un capitaine de route cette année, Mikel Kwiatkowski, qui a 35 ans. Bah, on verra pour Axel Laurence, pour Oscar Onley. Oscar Onley, j'y crois pas trop sur cette course-là. Et c'est triste à dire, mais si Axel Laurence est genre le sixième favori, septième favori, pardon, pour les bookmakers, c'est aussi parce qu'il y a la configuration où derrière les trois les plus forts, ça se regroupe et ça se joue au sprint la quatrième place. Et potentiellement, dans ce groupe-là, Axel Laurence peut y être et peut aller chercher un beau résultat au sprint. Il a déjà fait huitième l'an dernier, c'était dans un scénario assez similaire, donc pourquoi pas. Après Axel Laurence, je me souviens plus sur l'Amstel pourquoi il décroche. Sur la Flèche Wallonne, il donne son vélo à Kevin Vauquelin, donc bon, c'était un peu particulier. Il est allé chercher cette belle étape autour du Pays Basque quand même, donc ça montre qu'il est en bonne forme. Et franchement, moi, Axel Laurence, je le vois très bien faire un top 10 dans un scénario où il y a un gros groupe de battus qui se regroupe et qui va chercher une quatrième ou cinquième place au sprint. Donc top 10, très possible pour Axel Laurence. Kevin Vauquelin, et bah, le problème de Kevin Vauquelin, c'est que il a jamais brillé sur une course de 250 km. On a cru que ça serait enfin le cas sur l'Amstel, mais il y a eu cette chute un peu bête. Et ensuite, il y a la Flèche Wallonne où, bon, bah, il a dit dans l'interview que il avait des jambes de bois suite à sa chute sur l'Amstel, qu'il était moins bien qu'à l'entraînement. Donc déjà, c'est un premier facteur qui explique sa mauvaise performance, alors que j'avais beaucoup d'espoir en lui. Et surtout, bah, il a changé de vélo après un ennui mécanique juste avant la côte de Chorave, si je dis pas de bêtises. Il a pris les vélos d'Axel Laurence, qui était pas vraiment à ses cotes, plus les jambes trop lourdes de la fatigue. Bon, bah, il était clairement pas dans le match. Après, là, est-ce qu'il est capable d'enfin briller sur Liège? Ce serait très cool. Son meilleur résultat, c'est 50e. J'ai très hâte de voir. Mais je pense qu'un top 10, c'est vraiment possible pour Kevin Vauquelin. On verra ce que ça donne. Donc ça, c'était les coureurs côté à 75, côté Ineos. Côté à 75, on a aussi Ben Tullet. Ben Tullet qui devrait être le leader de l'équipe Visma Lease the Bike, en l'absence notamment de Matteo Jorgensen. Ben Tullet, bah, qu'on n'a pas trop vu cette saison. Et puis sur l'Amstel, il est même pas partant. Et là, sur la Flèche Wallonne, il était très fort, très bien placé dès le début, couru en patron, et il fait cette troisième place qu'il méritait vraiment. Il était vraiment fort, Ben Tulette, et on verra ce qu'il est capable de faire sur Liège. Sa meilleure place, c'est 20e. Et c'est peut-être ça aussi le problème avec Ben Tulette, c'est qu'il est encore un peu jeune, malgré tout, 24 ans. Il a peut-être pas encore à la caisse pour enchaîner des courses si longues. Il a quand même fait 14e sur le Tour de Lombardie, ce qui était un bon résultat, mais sinon 29e, 20e pardon, de Liège. Donc on verra s'il est capable de tenir la distance, mais cette année, la concurrence est un peu plus faible en dehors du top 3.
Donc pourquoi pas aller chercher un beau résultat pour Ben Tulette. Côté A75, on a aussi un Français avec la place de Romain Grégoire. Romain Grégoire, moi, c'est un coureur qui m'a fait rêver, franchement, sur la flèche, pardon, sur l'Èche-Bastogne-Liège. C'était l'année où il fait combientième, je sais plus, je vais essayer de retrouver le chiffre, pardon, 24e, je crois. Malheureusement, c'était pas sa meilleure. Il a pas été bien payé, mais c'était l'année où Pogacar finit devant Romain Bardet. On se souvient qu'il y avait eu cette grosse chute dans laquelle il était mal placé. Il a été retardé avec Mathieu Van Der Poel. Il a fait des efforts énormes pour revenir dans le peloton et être bien placé. Et il était ressorti après dans la Côte des Forges, avant de se faire reprendre dans la Roche-au-Faucon. Il semblait très très fort. Ça m'avait vraiment impressionné cette perf de Romain Grégoire à l'époque. On rappelle hein, Romain Grégoire qui a gagné le Bastogne-Liège chez les Espoirs. Et donc en 2025 sur Liège, il fait 19e, mais bon, c'était le gros groupe qui se joue la quatrième place, donc bon, pas grand-chose à dire. Et sur cette saison-ci, Romain Grégoire, bah, je sais pas, il y a toujours un truc qui manque, c'est ce que je vous disais. Euh, je trouve qu'il a travaillé peut-être la force, peut passer les Flandriennes, mais il y a pas trop brillé. Quatrième de la Flèche Brabançonne, quatrième de l'Amstel, neuvième sur la Flèche Wallonne, on a senti qu'il manquait un peu de punch. Et peut-être que là, le fait d'avoir une course très longue, très usante, ça sera un peu à son avantage. Donc moi, je le vois bien aller chercher un top 10, mais je pense qu'il manque un peu de punch maintenant cette année, Romain Grégoire. Donc j'ai du mal à aller le voir chercher mieux que un top 10. Et en fait, j'ai peur qu'il soit encore une fois cette année englué dans le gros groupe qui va se jouer les places d'honneur. Et qu'au sprint, il joue pas forcément sa carte. Donc on verra s'il est capable de faire un top 10, Romain Grégoire. Dans son équipe, il y aura aussi Brio Roland, Ewen Kostiou, Guillaume Martin, Kevin Genietz. Guillaume Martin, saison un peu catastrophique malheureusement. On n'annonce même pas Valentin Madouas pour l'instant sur cette course-ci. On verra s'il y est ou pas finalement. Puis Ewen Kostiou qui a fait une belle Amstel. Sur la Flèche Wallonne, c'est lui qui a emmené pour Romain Grégoire. Euh, Franchement, pourquoi pas aller chercher un accessite pour Ewen Kostiou. Ça serait amplement mérité, donc j'attends de voir ça. Mais sinon, ouais, ça sera très clairement Romain Grégoire, le leader de cette formation. Et côté A75, on a aussi Tobias Allan Johannessen, dont on n'a pas encore parlé, qui sera le leader bien évidemment de l'équipe Uno X. Il y aura du Magnus Cort, du Andreas Krohn, mais ça sera très clairement pour Tobias Allan Johannessen, qui fait une flèche wallonne où il était lâché, je crois. Et il était lâché même avant même le mur de Wuxi, si je dis pas de bêtises. Donc pas en superbe forme alors qu'il avait fait un beau tour du Pays Basque. Donc on verra si cette mauvaise flèche wallonne était qu'un indicateur ou si en vrai euh, c'est vraiment sa forme ou si c'était quelque chose de passager. Mais il était très fort sur le Tour du Pays Basque. Sur Liège, il a jamais fait mieux que 25e. Donc je sais pas, moi je suis pas trop confiant dans Tobias Allan Johannessen sur ce Liège. Il est coté à 75, c'est pas non plus exceptionnel. Mais par exemple, je trouve qu'il est moins bien coté. Il est mieux coté qu'un Mauro Schmidt qui est à 100, alors que j'ai beaucoup plus confiance en Mauro Schmidt sur cette course-ci. Et donc c'est de lui qu'on va parler, Mauro Schmidt, qui sera le leader de l'équipe Jayco Alula. Très clairement, même s'il y a du Andrea Vendrame, Mauro Schmidt il fait une saison exceptionnelle. Déjà son début de saison, c'était un peu dans l'anonymat parce que c'était en Australie, mais il fait un beau tour Down Under qui finit à la deuxième place. Il va chercher la classique de Muscat. Tour de Oman, il va chercher une victoire d'étape. Il va chercher la semaine internationale Coppi Bartali. Bon, c'était des petites courses, hein, on va pas se mentir, mais quand même, il score. Et puis, sixième de l'Amstel, où il était vraiment fort. Deuxième de la Flèche, où il a été impressionnant. C'est pas vraiment son gabarit normalement. Donc, moi, je pense que Mauro Schmitt peut aller chercher un beau résultat sur Liège. Je vois bien aller chercher un top 10. Et même si c'est dans un groupe qui joue des places de honneur, il est capable d'aller vite. Donc, c'est pour ça qu'il est coté à 100. Et ensuite, on a des coureurs cotés à 150. Donc, on va juste passer rapidement la start list en vue pour voir si on n'a pas oublié des coureurs. Bahreïn, on va en parler quand même rapidement. Pello Bilbao et Oulalio qui devraient être au service de Lenny Martinez, je pense. Pello Bilbao, c'est quand même une course où il est toujours très fort, Liège-Bastogne-Liège. 15e de l'Amstel, 18e de la Flèche, même si pour ces courses-là, notamment la Flèche, il bossait pour Martinez. Il a déjà fait 9e de Liège-Bastogne-Liège, Pello Bilbao, c'est un coureur très endurant. Donc je pense qu'il est capable d'aller chercher un beau résultat. Mais en fait, tout dépendra de la forme de Lenny Martinez, parce que Lenny Martinez sera leader sur le papier. Reste à savoir si Lenny Martinez sera capable d'aller tenir la longueur sur Liège-Bastogne-Liège. Si je dis pas de bêtises, il y a jamais participé, Lenny Martinez, à cette course-là. D'ailleurs, à un monument, il fait 12e du Lombardie, ce qui était pas trop mal, mais sinon c'est son meilleur résultat. On verra si cette année il a passé un cap, il est capable de briller sur une course aussi longue.
On verra. Ça sera vraiment un vrai test pour Lenny. J'ai hâte de voir. Il m'a un peu déçu sur la Flèche Wallonne, où il était cramé malheureusement. Il fait huitième, alors qu'il était vraiment super bien placé, donc je pense qu'il avait juste pas les jambes. On verra ce que ça donne sur ce Liège, mais il fait un très beau début de saison, donc pourquoi pas. Après, il est coté à 150 chez les bookmakers, hein, je crois. Donc ça montre que on n'a pas trop confiance en lui. Et je me demande si Buitrago sera aligné sur cette édition de Liège-Bastogne-Liège. On sait que c'est un coureur qui brille souvent, il a fait troisième, Buitrago, en 2023. Donc on verra ce que ça va donner. Après, le problème de Buitrago, c'est que il était bof sur le Tour de Catalogne, pas mal, mais bof sur Tirreno. Il y a juste l'Aiguë Giglia où il a gagné, il était assez fort. Mais on l'annonce sur le Giro, donc c'est peut-être pas trop compatible avec son calendrier. On verra s'il est aligné. Mais a priori, ça sera plutôt donc pour Lenny Martinez sur cette équipe Bahreïn Victorious. On n'a pas parlé non plus de l'AIF, pourtant ils ont un bel effectif avec Alex Baudin qui sera le leader. Alex Baudin, bah, belle Amstel, belle Flèche Wallonne qui finit à la sixième place. Donc pourquoi pas un beau Liège dans la foulée. Il peut aller clairement chercher un top 10. Ce sera le leader de son équipe, ça n'en pas douter. Son meilleur résultat, c'était 30e l'an dernier. On verra s'il est capable de s'améliorer. Il a pris un peu de bouteille entre deux. Donc pourquoi pas un autre top 10 pour un Français avec Alex Baudin. Et je pense que les autres coureurs de son équipe seront à son service. L'auto Intermarché autour de Lennart Van Etvelt. Mais Lennart Van Etvelt, on en avait déjà parlé pour la Flèche, où il finit 22e. Je pense que c'est pas sa saison, donc on va passer assez vite. La Movistar devrait être avec Ivan Romeo, Kian Brooks. Kian Brooks bide sur la Flèche Wallonne, 31e malheureusement. Peut-être pourquoi pas Ivan Romeo qui sera présent. Ivan Romeo, son effort c'est plus Liège-Bastogne-Liège que la Flèche Wallonne, hein, très clairement. Même s'il avait l'air assez fort sur la Flèche Wallonne. Donc peut-être un leader, mais franchement ça ira pas tâcher mieux qu'un top 10. Qui d'autre? La Soudal Quick-Step, qui a pas trop de leader, qui sera peut-être autour de Maury Van Sevenant. Peut-être Valentin Paré-Peintre, mais on a vu que Paré-Peintre a complètement explosé sur la flèche, donc je pense qu'il est pas en très bonne forme. Donc Max Sherman, à l'époque, j'aurais pu dire un bon résultat, mais là, ça commence à se faire un peu vieux. Et Maury Van Sevenant, il a fait un bel Amstel, donc pourquoi pas aller chercher un top 10, un fond de top 10 sur cette Liège-Bastogne-Liège. Mais sinon, Maximilian Sherman, je pense que trop vieux. Même s'il a fait troisième en 2019, c'était il y a une éternité. Maintenant, trop vieux. L'équipe Astana, avec Champoussin, Champoussin qui a fait 16e sur la Flèche Wallonne, qui m'a un peu déçu, je pensais qu'il pouvait faire mieux. Christian Scaroni 11e de la Flèche Wallonne, pas très bien non plus. Et puis Diego Ulissi qui est capitaine de route, je pense maintenant, il va plus aller chercher le leadership. Scaroni sur Liège-Bastogne-Liège, meilleur résultat 23e. Clément Champoussin, meilleur résultat 85e. Donc on verra qui sera leader, qui sera capable d'enchaîner les kilomètres, mais ça annonce pas du très bon pour cette équipe XDS Astana. On parle rapidement de la Cofidis quand même parce qu'ils ont des bons coureurs au départ. Yann-Isaac Guiré, Dylan Teuns, Alex Aramburu. On va passer très rapidement sur le sujet Dylan Teuns, 21e de la Flèche. Je pensais qu'il serait moins bon que ça. Bon, ça reste nul pour un gars qui l'a gagné à l'époque, mais je pensais qu'il serait moins bon. Dylan Teuns, c'est un coureur qui fait 6e en 2022, 9e en 2019, mais c'était une autre époque et je pense que ce sera dur cette année. Est-ce qu'on peut espérer un Yann-Isaac Guiré ou un Alex Aramburu qui se dévoile? Yann-Isaac Guiré, il est en train de se retrouver une nouvelle jeunesse là. Après son beau tour du Pays Basque, où il fait quatrième. 12e de l'Amstel, 7e de la Flèche. Donc bah pourquoi pas un top 10 sur Liège-Bastogne-Liège. Franchement, j'y crois. Et puis Alexandre Rambourou, 16e sur l'Amstel, 14e sur la Flèche Wallonne. C'est un profil qui lui convient bien aussi, surtout dans un groupe où ça revient et ça se joue à la pointe de vitesse pour les places d'honneur. Pareil, j'y crois aussi pour un top 10. Je suis un peu optimiste pour l'équipe Cofidis, je sais pas ce qui m'arrive, mais c'est pas désagréable de temps en temps. Euh, L'équipe Tudor, bon bah c'est terrible, hein. Alaphilippe qui est complètement malade, hors de forme. J'espère qu'il sera pas aligné d'ailleurs, parce que ça me fait mal de voir Julien dans cet état-là. Donc mieux vaut se reposer et puis préparer mieux d'autres échéances. Très clairement, vu l'état de forme qu'il a sur l'Amstel et la Flèche où il a bâché un tour de l'arrivée à chaque fois, je crois. Euh, Peut-être qu'il vaut mieux pas se présenter. Ils ont pas Marc Hirschi non plus, donc vraiment compliqué pour cette équipe. La Burgos, il faut en parler parce qu'il y aura Jean-Baptiste Janssen Bayard qui va bien sûr exploser ce Liège-Bastogne-Liège. Aller gagner avec 5 minutes d'avance. Non mais c'est un coureur qu'on aime bien, qui était déjà à l'avant sur le Tour des Flandres, donc j'aimerais bien le voir dans l'échappée sur Liège-Bastogne-Liège. Cara Rural qui va bien sûr briller comme depuis le début de saison et qui va
bien mérité cette invitation au Tour de France. Sarcasme, bien évidemment, mais je vois pas Caroline briller. Ça m'agace que cette équipe soit invitée sur le Tour de France alors qu'ils font rien. Il y a d'autres équipes qui méritent beaucoup plus, mais bon, bref, voilà. Et puis, Total Energy, on peut en parler rapidement quand même parce que c'est une équipe française, mais je sais pas s'il y a un coureur capable de bien figurer. On a du Joris Delbov, champion de France de cyclocross, bien entendu. Mathieu Burgodeau, le Alaphilippe de Wish, Mathis Lebert qui était dans les échappées à l'époque sur cette course-là. Bon, bah on verra s'ils sont capables d'aller chercher un bon résultat, mais allez chercher l'échappée, les gars, ça sera bien, vous montrerez le maillot. Mais sinon, j'ai du mal à voir autre chose que une échappée pour ces coureurs-là. Voilà, on a fait le tour des équipes. Très clairement, il y a trois grands têtes d'affiche pour cette édition de la Liège-Bastogne-Liège. Un grand favori, Pogacar. Moi, je pense que Pogacar gagne dans tous les scénarios, qu'il soit seul ou accompagné. Accompagné soit de Sexa, soit d'Evenpool, on verra, mais je pense même que le plus probable, c'est qu'il gagne tout seul. Euh, et donc, on verra si un des deux coureurs, Sexa et Evenpool, est capable de suivre Tadej Pogacar. Je pense qu'il n'y aura pas d'anticipation sur cette course-là, hein, pour ces coureurs. Ils sont plus dans ils sont trop proches de Pogacar pour qu'ils puissent sortir. Et ils sont trop loin des autres pour anticiper avec d'autres coureurs plus faibles. Donc, je pense que c'est un match à 3. Un match à un pour Pogacar et puis avec deux arbitres, ouais, Evenpool et puis Sexas. On verra quel sera le niveau, ça sera super intéressant parce qu'on verra où en est Sexas par rapport à Evenpool. Moi je pense qu'il est encore un peu en dessous. On a tendance un peu à sous-estimer Evenpool, c'est quand même un coureur exceptionnel. Et j'ai hâte de voir si les deux seront au même niveau et si c'est le cas, est-ce qu'ils seront capables d'accrocher un moment Pogacar? Est-ce qu'ils collaboreront ensemble? Est-ce qu'ils seront capables de lui reprendre du temps sur les parties où ça monte pas? Ça sera franchement intéressant à suivre. Autant l'an dernier, j'avais très peur de cette édition de Liège-Bastogne-Liège. Je crois que j'avais fait un titre Sieste-Bastogne-Sieste. Là, cette année, ça sera un peu plus excitant parce qu'il y a l'attraction Paul Sexas et parce que bah, c'est une des premières fois, je pense, sur Liège-Bastogne-Liège où Pogacar et Evenpool seront tous les deux à leur meilleur niveau et on les verra s'affronter. Donc j'espère qu'il n'y aura pas d'ennui pour l'un ou l'autre, mais ça sera intéressant à suivre. Voilà, j'espère que cet épisode du Poticyclette vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à dire ce que vous en pensez, et puis profitez bien de la course, et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Salut!